Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 15 février et voici les titres qui seront développés dans ce dernier journal de la semaine. Nous débuterons avec la commission d'examen des rapports de contrôle du SICFIN. Le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, Jean Castellini, vient de recevoir la presse à ce propos. Risque pays, analyse et opportunités des entreprises. Voici le titre de la conférence donnée par Julien Marcilly, économiste en chef de COFAS. Nous irons au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco pour découvrir les différents ateliers destinés aux jeunes pendant ces vacances. Nous reviendrons sur la superbe performance de Mackenzie Brown. Cette jeune danseuse de l'Académie Princesse Grace vient de remporter la médaille d'or du prix de Lausanne. Et enfin, notre invité du week-end aujourd'hui, le gymnaste et capitaine de l'Étoile de Monaco, Julien Gobot, nous parlera de la demi-finale contre Clamart qui se déroulera ce week-end. Une réunion de la commission d'examen des rapports de contrôle du SICFIN s'est tenue ce vendredi. Jean Castellini, le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, revient sur les grandes lignes de cette commission. La réunion de cet après-midi et l'installation de cette nouvelle commission marquent une étape importante dans le renforcement du dispositif de la Principauté de Monaco en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette commission porte un nom, la CERC, c'est la commission d'examen des rapports de contrôle. Alors, vous le savez, le SICFIN procède dans le courant de l'année à de nombreux rapports sur place d'entités diverses, principalement des établissements de crédit, mais également tout type de professions, les experts comptables, les agents immobiliers. Et un rapport de contrôle est établi à chaque fois. Et il s'agit de savoir si à l'issue de ce rapport de contrôle, des manquements importants sont constatés et si donc des sanctions doivent être prononcées. Et jusqu'à présent, le SICFIN se retrouvait dans une position qui avait été critiquée par certains, notamment avocats de la défense, qui considéraient que les entités faisant l'objet d'un contrôle n'étaient pas soumises à un procès équitable, puisque le service qui rédigeait le contrôle était également le service qui allait in fine proposer des sanctions au ministre d'État. Et donc, ayant entendu ces préoccupations, et une fois encore dans le cadre de cette nouvelle loi, nous avons décidé de mettre en œuvre l'installation de cette commission. Il a fallu donc procéder à la nomination d'un certain nombre de membres. Ils sont au nombre de 4 titulaires et de 4 suppléants. Des magistrats, des professionnels, des personnes, des fiscalistes, des personnes donc de qualité, pour certains et certaines déjà au service de la principauté, qui connaissent donc bien le fonctionnement de nos institutions et qui, sans nul doute, auront à se réunir, je pense, avec une fréquence au moins d'une réunion tous les 2 mois, et peut-être plus selon le nombre de dossiers qu'ils auront à traiter, mais une fois encore, ce sera à eux de rédiger leur règlement intérieur et de fixer dans les semaines qui viendront leur calendrier de réunion. Mais une fois encore, des préconisations qu'ils effectueront désormais en toute indépendance, sans aucun lien avec le service qui lui-même aura pu constater les manquements lors de ces contrôles sur place, mais ne sera plus amené à décider ou à proposer, puisqu'il ne décidait pas avant, déjà il proposait au ministre d'État, qui est le seul habilité à prononcer la sanction, tel ou tel niveau de sanction administrative ou financière. Risque pays, analyse et opportunités des entreprises. Voici le titre de la conférence organisée par le Monaco Economic Board au salon Bellevue du Café de Paris. Julien Marcilly, économiste en chef de COFAS, a tracé pour la 5e année consécutive en principauté les grandes tendances économiques mondiales. Reportage de Christine Datomel. Évoqué il y a quelques jours lors du colloque Risque Pays de Paris devant 1300 experts. Les grandes tendances économiques mondiales ont été dévoilées à Monaco devant une centaine d'entrepreneurs de la Principauté. Leader mondial de l'assurance crédit, COFAS a divulgué ses prévisions. Le bilan de l'année écoulée, il est qu'il y a eu beaucoup de vents contraires, notamment sur les pays émergents. D'un côté, les pays émergents qui exportaient beaucoup de matières premières et notamment de pétrole ont vu leur situation se stabiliser, voire même s'améliorer dans certains cas. De l'autre, ceux qui étaient plutôt importateurs et qui dépendaient de financements externes ont souffert, comme la Turquie ou l'Argentine. Donc beaucoup de changements de situation de part et d'autre.
Et puis dans les économies matures, une dynamique économique toujours plutôt bonne, mais avec quand même des signaux de ralentissement de plus en plus visibles, notamment en fin d'année dernière. Et si à l'image de la baisse de l'activité industrielle en Europe, l'année écoulée a été marquée par un ralentissement généralisé de l'économie, de nombreuses incertitudes politiques et économiques pèsent sur l'année 2019. Dans le cas de l'Europe, des États-Unis et même de la Chine, les signes de ralentissement sont maintenant de plus en plus manifestes. Donc les entreprises vont devoir gérer en fait les effets de ce ralentissement de la croissance. Et puis pour les pays émergents, bien ça veut dire que toutes les économies qui commercent beaucoup avec l'Europe, avec les États-Unis et avec la Chine vont sans doute avoir des surprises un peu négatives cette année. À ce stade du cycle économique, nous voyons que deux secteurs d'activité sont en général plus à risque que les autres. Il s'agit du secteur de la construction et du secteur de l'automobile. Parce que dans les deux cas, ce sont les secteurs d'activité qui sont les premiers pénalisés habituellement quand les taux d'intérêt augmentent, notamment via les hausses de taux des banques centrales. D'autant plus que le secteur automobile est quand même au niveau mondial sous la menace de la menace protectionniste. Dans cette phase où ça commence à ralentir, habituellement le secteur d'activité qui s'en sort un peu mieux que les autres, même si bien sûr il faut faire des distinctions pays par pays, mais c'est difficile d'avoir des tendances au niveau mondial, c'est le secteur pharmaceutique qui habituellement s'en sort plutôt bien en cette période. Mais pour autant, un point positif est à noter, la consommation reste à un niveau élevé dans la plupart des économies européennes et américaines. Un rendez-vous donc essentiel pour les entrepreneurs de la principauté, notamment pour ceux qui sont tournés vers l'international et qui peuvent ainsi, grâce à ces prévisions, orienter leur stratégie d'investissement et leurs actions futures. Direction le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco qui propose pendant ses vacances des ateliers destinés aux jeunes. Sachez d'ailleurs qu'il reste encore quelques places pour mercredi prochain, le 20 février. Sandrine Nègre s'est rendue sur place. Découvrir tous les secrets de l'anthropologie, même avant l'âge de 7 ans, c'est largement possible grâce à tous ces moments ludiques et pédagogiques proposés par le musée d'anthropologie préhistorique. Voir et appliquer les gestes que les archéologues effectuent, découvrir, fabriquer, ici tout est rendu réalisable. Un musée ne peut vivre qu'avec les enfants. Et un des buts d'un musée, c'est aussi de mettre en place des vocations. Intéresser les gens, intéresser les enfants et essayer qu'ils soient passionnés par ce qu'ils voient et ce qu'ils tentent de reconstituer avec les mains. On apprend dans un musée habituellement avec des pierres, avec des objets qui sont un peu statiques, avec de la lecture. Mais c'est vrai que les enfants ont plein de sens qui sont en éveil et ont besoin de toucher, ont besoin d'entendre, ont besoin de sentir. Avec ses différentes animations, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco prouve ainsi qu'il est ouvert à toutes les générations. Construire une cabane miniature, faire des fouilles. Ici, les enfants sont rassemblés pour apprendre à faire un feu. Tout à l'heure, j'ai montré deux techniques. Donc, la première technique, c'est la friction du bois. Donc, on va frotter un bois sur un autre pour avoir de la braise. Donc, avec la braise, on peut faire un grand feu, bien sûr. Et la deuxième technique, c'est la percussion. Donc, on va percuter une pierre sur une autre pour avoir des étincelles, si vous voulez. Donc, par contre, le feu avec la percussion, on ne peut pas percuter n'importe quelle pierre. Donc on dit souvent le silex, mais le silex tout seul, donc on ne peut pas avoir du feu avec du silex. Donc il faut percuter le silex sur une pierre très spéciale qu'on appelle la marcassite. Donc la marcassite, c'est une pierre très riche en fer, très lourde. Donc avec le silex, donc en percutant le silex sur la marcassite, donc il va arracher des morceaux de fer qui partent en étincelles, si vous voulez. Nous, on les récupère après avec un champignon qu'on appelle l'amadou. Donc très fin, et donc il prend feu très vite et on récupère les étincelles directement après la percussion. Et sachez que fort de leur succès, les ateliers jeunesse se poursuivent la semaine du 18 février avec un nouveau rendez-vous le mercredi 20. N'hésitez pas à contacter directement le musée d'anthropologie préhistorique. Les anniversaires peuvent aussi être organisés ici. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images.
C'est maintenant officiel, la première Formule 1 Ferrari du jeune pilote monégasque Charles Leclerc a été révélée à l'usine de Maranello vendredi matin. Pour la saison 2019, Charles Leclerc et Sebastian Vettel piloteront la Ferrari SF90, un nom donné pour marquer les 90 ans de la création de la Scuderia. Une voiture habillée d'un rouge mat, jamais vu précédemment chez Ferrari, sans oublier le noir et le gris. À l'arrière, les sorties d'échappement du turbo et l'échappement principal verticalement ont été montées. Et la Ferrari a également été affinée avec une disposition revue sous le capot. Avec ce nouveau modèle, la Scuderia vise les 2 titres. C'est un événement habituel en principauté pour la Saint-Valentin. La salle Empire de l'Hôtel de Paris a accueilli hier soir le grand bal des princes et des princesses. Pour cela, les convives étaient vêtus de leurs plus luxueuses tenues, de longues robes de bal pour les princesses et des costumes de cérémonie pour les princes. Danseurs, musiciens, chanteurs étaient également présents pour faire entrer les invités dans les fantaisies des fables et des rêves mystiques. L'occasion aussi d'admirer la robe portée par la princesse Grace en 1966 pour le bal du centenaire, sans oublier que le bal des princes et des princesses est un événement caritatif. Les fonds recueillis grâce au dîner de gala et à la vente aux enchères silencieuses seront versés à la Fondation Princesse Grace. Culture à présent avec cette belle performance d'une jeune élève de l'Académie Princesse Grace. À 16 ans seulement, la danseuse Mackenzie Brandt vient de remporter la médaille d'or du prix de Lausanne 2019. Une récompense prestigieuse qui est ramenée pour la seconde fois consécutive en principauté. Le reportage d'Alexandra Pani. C'est le prix que rêve de décrocher tout jeune danseur. À seulement 16 ans, Mackenzie Brown a réussi l'exploit de remporter la médaille d'or du prix de Lausanne. Mais elle ne s'est pas contentée de cette récompense prestigieuse, elle a également décroché le prix d'interprétation contemporaine et le prix du public. Malgré son jeune âge, elle fait preuve d'une certaine maturité et de qualités techniques remarquables. Ce concours a été pour elle une expérience enrichissante. J'ai reçu tellement plus que cette médaille, j'ai gagné en expérience avec cette blessure qui m'a touchée et à laquelle j'ai dû faire face. J'ai surmonté les difficultés et j'ai appris tellement de tout ça. J'ai appris de mes coachs, de mes professeurs, de mon coach ici au prix de Lausanne. Tous mes amis étaient derrière moi et j'ai réellement beaucoup appris. C'est très particulier parce que atteindre cette récompense à mon âge, c'est vraiment impressionnant. Cela montre que j'ai travaillé très dur pour y arriver et j'en suis très fière, mais ce n'est pas seulement moi. Cela montre aussi le travail et tous les efforts de l'Académie pour m'aider à en arriver là et les représenter. C'est très important. Pour ses sélections, elle a interprété la variation classique de la Bayadère et un solo extrait du ballet Abstract créé en 2018 par Jean-Christophe Maillot. Le prix de Lausanne a été créé en 1973. Il s'agit d'un concours international annuel pour jeunes danseurs de 15 à 18 ans. Depuis quelques années, l'Académie Princesse Grace présente certains de ses danseurs. L'an passé, le lauréat était déjà l'un des élèves de l'école monégasque, Shail Wagman. Cette triple récompense est une grande fierté pour le directeur artistique de l'Académie et souligne le travail accompli depuis 10 ans. Cette année, pour la deuxième fois consécutivement, ça n'est jamais arrivé. Oui, c'est très important. C'est une fille, je ne veux pas dire que c'est une fille unique, parce qu'en fait, tous les élèves de l'Académie sont uniques, mais c'est une fille qui a su défendre bien le travail qu'on fait avec ses nerfs et se battre aussi dans toutes les difficultés qu'elle a eues, parce que ça n'a pas été un processus très facile. Et oui, ça montre dans le monde ce qu'on est en train de faire ici à Monaco, dans la danse classique, mais aussi dans la danse contemporaine. C'est ça qui me rend très fier. Pour Mackenzie, c'est l'heure d'un repos bien mérité et surtout imposé, car avant le concours, elle a été victime d'une fracture de fatigue au niveau du tibia. 3 semaines de relâche auprès de sa famille aux États-Unis lui permettront de revenir en pleine forme pour la suite de sa formation à l'Académie.
Prochaine échéance, les examens de fin d'année au début du mois de mai. Il est temps de passer à notre invité du week-end. Et cette fois, c'est notre collègue Frédéric Elion qui va s'en charger. Il est aux côtés du gymnaste et capitaine de l'Étoile de Monaco, Julien Gobot. Julien Gobot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous êtes notre invité du week-end avant le grand événement du week-end, cette demi-finale de top 12 face à Clamart. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, capitaine et leader de cette équipe de l'Étoile de Monaco. L'an dernier, 5 titres au championnat de France, 1 au concours général et sur 4 agrès. Mais finalement, quand est-ce que vous avez rejoint ce club, cette équipe de l'Étoile de Monaco? Alors tout a commencé pour moi en 2007 où j'avais arrêté le Pôle France d'Antibes, où j'ai fait un an off de gym, et c'est Thierry qui était arrivé 2 ans avant, donc l'entraîneur actuel de l'équipe qui est venu me chercher pour me laisser une seconde chance, on va dire ça comme ça. Et depuis j'ai accroché et j'ai pu réintégrer le Pôle France d'Antibes en 2012 jusqu'à maintenant. Et maintenant voilà, je fais 2 entraînements à Monaco ici au club avec les copains et le coach, et 4 entraînements là-bas. On le sait, la gymnastique, un sport amateur. À quel moment il y a eu ce déclic de se dire, j'imagine qu'au début c'est la passion, mais je vais en faire entre guillemets mon métier, je vais faire ça toute ma vie? Bon, la question, elle paraît facile comme ça. On se dit, au tout début, on se dit, bon, on aimerait bien faire ça en grande carrière. Et le chemin, il est semé d'embûches, on va dire. J'ai arrêté 5 ans quand même. Et quand j'ai repris, je savais pourquoi. Et après, tout s'est fait au fur et à mesure et petit à petit. Et voilà. On en a déjà parlé sur Monaco Info. Il y a une spécificité pour cette équipe de l'Étoile, c'est que vous vous connaissez tous depuis très longtemps. Vous êtes une bande de potes, il y a cette cohésion qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres équipes. Le fait d'avoir justement accédé l'an passé au top 12, qui on le rappelle, l'élite de la gym en France, l'équivalent de la Ligue 1 en foot, l'avoir fait comme ça avec les potes, qu'est-ce que ça fait finalement? C'est une série particulière. Depuis 2007, je suis entré au club, tout le monde était déjà licencié, à part Arnaud, le dernier arrivé il y a 2 ans, je crois maintenant. Mais voilà, donc ça fait 12 ans qu'on se connaît maintenant, donc forcément on a partagé peut-être beaucoup plus de moments que d'autres équipes. Et je pense que sur certains matchs où c'est un peu plus serré, c'est cette cohésion qui peut et qui va faire la différence. Pour cette première année, dans le top 12, ça marche très bien tout de suite. Vous êtes sorti premier de cette phase de groupe qui était pourtant très relevée, avec Sotteville, le vice-champion de France et Noisy. Est-ce que vous vous attendiez à ça ou au final vous êtes un petit peu surpris? Non, alors on savait qu'on pouvait faire de très belles choses. Après, un match reste un match. On ne peut pas faire de pronostic avant. Alors on prenait chaque match après chaque match, et avec les difficultés qu'il y allait avoir. On connaissait quand même les autres équipes, leurs notes de départ. Et voilà, on partait jamais perdant en tout cas. Après, les autres équipes ont fait quelques erreurs de temps en temps, et ça nous a aidé aussi à passer le cap. Mais toute l'équipe a toujours répondu présente, et je crois que sur les 4 compétitions, il n'y a eu que 3 grosses erreurs de la part de l'Étoile de Monaco, donc du coup c'est quand même une grosse performance. Le format pour ces demi face à Clamart, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que c'est pareil que sur la première phase, des duels sur 3 agrès, ou ça change? Non, c'est exactement la même chose. La première rencontre, donc, ce samedi, sur les 3 premiers agrès, donc, ils sont parallèles à nos sols. Et au match retour chez eux, donc à Clamart, sur les 3 autres, donc Arçon, Barfix et Le Sceau, toujours pareil, 4 duels. Et la finale, ce sera par contre sur une journée, 6 agrès et 3 duels par agrès. Explique-nous ce que ça change finalement de matcher face à un gym en particulier par rapport à vos compètes traditionnelles où on le sait, vont passer sur les 6 agrès et ensuite il y a une note qui tombe à la fin. Alors c'est particulier, mais ça a ses avantages. Si la personne d'avant fait des erreurs que c'est à nous d'être tiré, on peut réguler notre mouvement, donc soit enlever des éléments, soit faire plus dur, alors qu'avant on se disait on ne peut pas enlever parce qu'il faut faire la meilleure note sur les 6 agrès. Du coup ça laissait pas trop le droit à l'erreur, quoi. Parle-nous de Clamart, finalement, cet adversaire de demi-finale pour les gens qui ne connaissent pas la gym. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe et ces gyms? C'est une équipe très coriace. Et ils ont une grosse équipe. Il y a un international français qui revient d'une blessure justement ce samedi qui sera là. Et donc nous, on ne bénéficie pas donc, de notre étranger. Mais bon, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on ne partira pas perdant, on ne lâchera rien. Et on ira jusqu'au bout. Quand on est promu justement et qu'on est en demi, on se dit on n'a rien à perdre, tant pis, ou on veut vraiment aller au bout et le chercher ce top 12?
Mais je pense que maintenant qu'on est là, il faut aller le chercher, ce top 12. On a l'équipe pour. Ouais. Voilà, après, ça reste un match, donc on verra bien demain. En tout cas, on vous le souhaite. Et gamba les gars, du coup, pour ce match face à Clamart. Merci à vous, c'est gentil. C'était Julien Gaubeau qui nous parlait donc de cette demi-finale face à Clamart et nous y reviendrons dès lundi prochain dans votre magazine Actu Sport. On passe sans plus tarder à la météo. Le week-end débutera sous une belle journée ensoleillée. Samedi, le thermomètre affichera 8 degrés dans la matinée et montera jusqu'à 15 degrés dans l'après-midi. Quelques passages nuageux sont prévus en fin de journée. La journée de dimanche sera mitigée, variant entre un soleil dans la matinée suivi de quelques nuages dans l'après-midi. Les températures se situeront entre 8 et 13 degrés. Le début de semaine sera couvert. Lundi et mardi, le soleil aura du mal à percer à travers les nuages. Même si quelques éclaircies sont à noter en matinée, les températures se situeront entre 7 et 12 degrés. Enfin, mercredi sera légèrement plus ensoleillé. Quelques nuages sont tout de même à prévoir dans l'après-midi. Les températures, elles, varieront entre 7 et 12 degrés. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.